Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vois que le nombre de participants augmente. Alors, on a pas mal de contenu à vous présenter aujourd'hui. Alors, on va commencer. Ben, d'abord, bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir à cette troisième et dernière Casa Académie de l'année qui porte sur le thème de la gestion de crise. Alors, pour ceux qui se joignent pour la première fois, en fait, les Casa Académies, c'est une formule de webinaire, de formation, dans le fond, qu'on a lancé il y a en fait plusieurs dizaines d'années, donc que ce soit en présentiel ou en webinaire. On vous partage à chaque année des formations sur divers thématiques. Alors aujourd'hui, celle-ci porte sur la gestion de crise. Alors, la présentation qu'on a pour vous aujourd'hui, elle vous sera envoyée. Également, c'est une présentation qui va durer environ 1 heure, suivie d'une période de questions d'une quinzaine de minutes. Si vous avez des questions, je vous invite à les garder peut-être pour la fin, mais vous pouvez en tout temps, par exemple, interagir dans le chat. Là. C'est la petite fenêtre qui se trouve là, dans le bas à droite de votre écran. Alors, bienvenue, je me présente. Mon nom est Mathilde Saint-Vincent. Je suis directrice principale et associée chez Casacom. Et je suis accompagnée de mes collègues, donc Alexandre, Catherine et Ulrika. Donc, je les présente. Alexandre, tu peux lever ta main malgré que je pense que c'est plutôt évident. Alexandre qui cumule plus de 20 ans d'expérience là, en communication, dont 11 ans en journalisme et 9 ans en politique, là, où il a conseillé le premier ministre, la santé, la sécurité publique là, au sein du gouvernement du Québec. Je suis aussi accompagnée de ma collègue Catherine, elle aussi qui a une expérience politique, donc de son côté, 5 ans là, en politique fédérale à titre d'attachée de presse, puis directrice des communications pour la ministre Joly Petitpas-Taylor et aussi pour le bureau du premier ministre. Et finalement, on est aussi accompagné de Ulrika, qui est de Casacom, de notre équipe, qui s'occupe de la tech aujourd'hui. Et de mon côté, finalement, la gestion d'enjeux et la gestion de crise, c'est vraiment un sujet qui me passionne. À la mi-chemin entre la stratégie, mais aussi les tactiques, l'exécution. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai la chance d'accompagner là, à chaque année plusieurs entreprises qui font face à des enjeux et des crises. Puis, aujourd'hui, on a la chance de vous parler de ce sujet-là en profondeur et on espère avec peut-être une petite twist différente. Alors, on voit bien mon écran. Parfait. Alors, des formations de gestion de crise. Des formations de gestion de crise, on en retrouve beaucoup. C'est une thématique dont on entend, qui, dans le fond, depuis des années, là, à chaque année, on retrouve là, sur le web des formations, de multiples formations et types de formations en gestion de crise. Donc, quand on s'est assis, Catherine, Alexandre et moi, on s'est posé des questions à savoir qu'est-ce qu'on veut amener de différent aujourd'hui dans notre formation? Puis tout de suite, on a fait la liste des questions qui nous sont le plus posées par nos clients dans le cadre de gestion de crise. Donc oui, on va vous parler aujourd'hui des bonnes pratiques avant la crise, pendant la crise et après la crise. C'est un must, mais on va s'attarder sur les médias. Les médias, c'est des questions qui reviennent beaucoup. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer les relations, faire des bonnes relations avec les médias avant, pendant et après? On va aussi se questionner sur la prise de décision. Comment prendre des bonnes décisions ou peut-être on devrait dire les meilleures décisions possibles dans le contexte qui est sous pression. Donc, c'est le menu qu'on vous réserve aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous plaira. Alors, sans plus tarder, je commence. Donc, les crises aujourd'hui. Bon, ça vaut la peine de s'arrêter sur c'est quoi une crise aujourd'hui. D'abord, vous le savez, on est présentement dans un contexte économique instable. Mais on pourrait aussi parler d'un contexte géopolitique, d'un contexte même social qui connaît peut-être qui connaît une certaine instabilité en ce moment. En plus de ça, il y a le phénomène des médias sociaux. Tout ce phénomène-là est amplifié par les médias sociaux. Et il y a un contexte post-pandémique. On sent que les consommateurs sont plus attentifs, sensibilisés aux questions d'éthique et de responsabilité sociale. Ce qui, entre nous, est une bonne chose.
Alors, comment s'assurer c'est important de bien connaître son contexte lorsqu'on vit une gestion de crise. Et je dirais que dans les dernières années, là, les 4 éléments qu'on vous montre à l'écran, c'est vraiment des éléments qui ont été exacerbés. Donc, autrement dit, une flamme peut partir un feu là, peut-être encore plus rapidement qu'avant. Donc, dans ce contexte-là, les risques sont nombreux. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous les connaissez. J'aurais pu en nommer plusieurs, mais on peut parler des risques financiers, des risques qui peuvent affecter les opérations carrément de l'entreprise, un risque qui affecte la réputation, l'image de votre organisation, aussi à l'interne le recrutement, la rétention. Bref, on sait que les risques sont multiples. Mais ce qu'on veut surtout vous dire aujourd'hui, puis ce qu'on veut vous rappeler, là, c'est important de garder en tête qu'il y a aussi des occasions à saisir avec les gestions de crise. Il faut vraiment garder en tête que par-dessus tout, une crise amène aussi son lot d'occasions. Et j'aurais pu en ajouter d'autres de ceux qu'on retrouve à l'écran. Une meilleure agilité, une meilleure résilience. Vous avez la chance de renforcer les liens de confiance avec vos publics cibles, de renforcer même votre culture d'entreprise, de faire preuve d'innovation, de créativité. Peut-être que ça va vous amener à changer votre stratégie, à réaligner vos activités, vos priorités pour le mieux. Alors, ne pas oublier ça, et c'est notamment aussi un angle qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, les risques, mais surtout ne pas oublier les occasions qu'on peut saisir. Donc, sur ce, je vais céder la parole à ma collègue Catherine, là, qui va couvrir plus en profondeur le avant. Toutes les bonnes pratiques avant la crise. Oui, merci Mathilde. Donc, évidemment, on va se lancer d'abord dans l'avant-crise. J'aimerais commencer par définir un peu 2 termes qui sont souvent utilisés de façon interchangeable, mais qui méritent d'être traités différemment. Donc, un enjeu versus une crise. C'est vrai que des enjeux mal gérés peuvent devenir des crises, mais comme je disais, il faut que ça soit traité différemment. Lorsqu'on parle de gestion des enjeux, ça implique d'anticiper et de résoudre activement des problèmes qui pourraient nuire à la réputation de l'entreprise ou de votre organisation. Donc, c'est quelque chose dont on a besoin de s'occuper régulièrement, d'identifier, de traiter ces questions délicates, puis surtout d'élaborer des stratégies qui peuvent nous permettre de minimiser les impacts négatifs. Quelques différences entre un enjeu et une crise. Bien, tout d'abord, on va parler du facteur impact. Donc, une situation, un événement qui constitue une crise, on va parler de mettre des vies en danger, l'environnement qui est menacé ou la réputation de votre entreprise qui est vraiment menacée également. Un enjeu peut avoir un impact, mais on parlera d'habitude pas d'un enjeu, d'un impact qui est critique. Le côté urgence aussi. Si vous êtes sous pression de prendre une décision immédiate, résoudre un problème, bien, il y a des bonnes chances que vous soyez face à une crise. Au contraire, la gestion des enjeux nous laisse généralement un petit peu plus de temps pour évaluer les possibilités puis prendre des décisions. Puis également le facteur temps. Donc, un enjeu, ça peut s'étendre sur des semaines, des années, alors qu'une crise, on parle généralement d'une fin et d'un début qui sont précis. Donc, la gestion des enjeux, ça implique plutôt un effort soutenu d'activité que vous faites au quotidien, alors que la gestion de crise, on parle plutôt d'une réponse immédiate où on a besoin de se mobiliser. Vous me permettrez un anglicisme, mais quand on est face à une crise, c'est pas business as usual. Ça demande que les gens de votre organisation s'arrêtent, puis qu'on se concentre vraiment sur la résolution de la situation actuelle. Puis en revanche, des enjeux, on parle plutôt de choses qui sont gérées dans le cadre des activités habituelles. Puis si vous me permettez une analogie, quand on parle de gestion des enjeux, on parle plutôt de sortir votre navire des eaux troubles. Quand on parle de gestion de crise, ben c'est plutôt de sauver le navire après qu'il ait heurté l'iceberg. Quand on parle de type de crise, je vous en donne quelques exemples ici. On peut penser par exemple à une crise d'origine naturelle, évidemment les catastrophes, donc un tremblement de terre par exemple, une pandémie. On a vu ça assez récemment. Une crise d'origine industrielle, donc accident de travail, incendie dans vos usines par exemple, ça peut être un autre exemple. Une crise d'origine intentionnelle, donc on peut parler ici de vandalisme, violence sur le milieu de travail, harcèlement. Qui font tous partie de cette catégorie-là. Une crise d'origine informatique, qu'on sait qu'ils sont en hausse, mais tout ce qu'on parle de cyberattaques, d'attaques dans vos systèmes internes qui peuvent vraiment causer une malfonction de vos activités quotidiennes. Puis aussi une crise d'origine corporative. On peut parler de fraude, par exemple, à l'interne, ou de fuite de données qui sont créées aussi.
Puis finalement, une crise d'origine socioculturelle. Donc, ça, on parle vraiment de crises de confiance qui sont générées par des controverses publiques. Par exemple, racisme, sexisme, discrimination religieuse. On aura d'ailleurs la chance d'y revenir un petit peu plus tard avec un exemple concret. Donc, évidemment, la meilleure crise, c'est celle qu'on n'a pas. C'est celle qu'on est capable d'éviter. Donc, quand on parle de gestion de crise, idéalement, on voudrait que rien soit laissé au hasard. On voudrait être capable de tout prévoir. Par contre, on sait bien que c'est pas possible. Pardon. C'est impossible de tout anticiper. Donc, en réalité, on parle plutôt de minimiser les éléments d'imprévisibilité. Puis c'est pour ça qu'on dit que la planification est aussi cruciale. Parce que quand on se rend en période trouble, on veut s'assurer d'avoir une vision qui est claire, qui est aiguisée. Puis ça va nous permettre d'éviter les pièges. Puis pour ça, une bonne préparation, c'est vraiment la clé. Avoir des processus, des structures, ça peut vraiment vous éviter beaucoup de stress en bout de ligne. Les marques, les organisations qui sortent de crise en préservant leur réputation sont vraiment celles qui sont les mieux préparées à toute éventualité ou du moins à une pluralité de scénarios possibles. Donc, par contre, puis désolé de sonner fataliste, mais c'est sûr que les crises, c'est inévitable. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le grand public, les consommateurs, les clients comprennent que les entreprises sont imparfaites, qu'il y a des choses qui tournent mal, que des fois, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, mais c'est vraiment votre intervention qui va déterminer si votre réputation demeure intacte. Puis la qualité de votre intervention dépend majoritairement de votre préparation. Donc, il y a des façons de se préparer. On va vouloir faire deux choses. Donc, premièrement, on veut anticiper le mieux possible les pièges, puis pour éviter les crises quand c'est possible, mais aussi se doter d'un bon plan si et quand la crise se matérialise. Donc, clairement, la gestion de crise, ça commence bien avant que la crise commence. Donc, il y a une citation qui dit que lorsqu'on ignore un enjeu, on invite une crise. Puis nous, de notre côté, on pense que c'est totalement vrai. Il y a des bonnes pratiques à adopter qu'on peut déjà intégrer dans nos organisations pour anticiper les enjeux potentiels et même éviter la crise. Donc, même pas se rendre à la gestion de crise. C'est un investissement de temps, de ressources, mais qui va vous sauver beaucoup de maux de tête en bout de ligne. Ça demande d'être proactif. Ça peut sembler simple, mais écouter, c'est vraiment un exercice qui est crucial. Vous devez être à l'écoute de tout ce qui se dit, qui peut être susceptible de devenir un enjeu pour vous. Quelques exemples. S'assurer d'avoir une veille médiatique qui est efficace. Est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se dit sur votre entreprise, sur vos compétiteurs, sur vos dossiers prioritaires? Est-ce que vous savez ce que les élus disent en lien avec vos domaines d'activité? Avoir une vision globale là-dessus, ça peut vraiment permettre de voir venir les enjeux potentiels. Aussi, est-ce que vous êtes actif dans les discussions qui concernent votre domaine d'activité? Est-ce que vous êtes là aux tribunes, au forum, au panel de votre secteur? Est-ce que vous êtes au courant des tendances qui se dessinent? Ça peut vraiment aider à réduire nos angles morts, de miser là-dessus. Développement de relations. Ça peut sembler banal, mais entretenir vos relations, c'est vraiment s'assurer qu'on est au courant de tout ce qui se passe, puis c'est quelque chose que si on le cultive, ça peut nous permettre d'être bien au fait, puis évidemment d'éviter au bout de ligne une crise. Écoutez votre personnel. C'est souvent ceux qui vont être capables de vous donner le meilleur son de cloche des enjeux potentiels à l'interne et même à l'externe. Puis, parlant de relations, on peut évidemment pas passer à côté des médias. Donc là-dessus, je vais passer la parole à mon collègue Alexandre qui va vous en dire un petit peu plus sur l'importance de la préparation au niveau média. Alors, bonjour tout le monde et merci Catherine. Écoutez, quand on parle aux gens, aux décideurs, aux entreprises, aux organisations, une des plus grandes peurs qu'ils ont, c'est les médias. C'est comme un peu fascinant, ils ont peur, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas, ils ont peur de faire des gaffes, ils ont peur d'être exposés d'une façon négative. Alors, c'est pour ça qu'avant la crise, il faut déjà voir un petit peu quel est le portrait de notre organisation dans les médias, puis il faut se poser ces questions-là, il faut les regarder, les étudier. Alors, est-ce que vous existez dans l'univers des médias? Hein? Parce que quand on Google le nom de votre entreprise pour regarder notre actualité, il y a des articles. Puis, qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça? Puis, si vous êtes là, est-ce que vous avez généralement une couverture négative, positive? Ça vous donne déjà un bon indice de où vous partez en cas de crise. Avez-vous quelqu'un dans votre organisation qui est responsable des relations médias dans votre entreprise? Est-ce que c'est quelqu'un qui est proactif? Est-ce quelqu'un qui entretient des contacts avec des journalistes? Parce que ça devient utile s'il y a une crise qui est appréhendée. Bien, quel journaliste comprend mieux ce qu'on fait à chaque jour dans notre entreprise? C'est quoi? Je vais utiliser une expression anglaise, votre core business. Y a-t-il un journaliste qui peut comprendre les subtilités
qui va permettre de mieux vulgariser peut-être les difficultés en cas de crise. Puis avez-vous des alliés dans les journalistes? Le journaliste va toujours faire son travail. Il envoie de la vérité et de son éthique, mais c'est aussi des êtres humains. Alors, des fois, il y a une compréhension plus fine, ça peut vous aider. Et l'autre chose qui est incontournable maintenant, c'est êtes-vous prêt à réagir rapidement? Si les médias sociaux s'emballent, il faut absolument toujours suivre ce qui se passe là-dessus et intervenir au besoin. Super, merci Alexandre. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'avant même qu'on pense à votre plan concret de gestion de crise, mettre toutes les chances de votre côté pour anticiper les enjeux potentiels, ça peut vraiment faire la différence. Puis ça passe beaucoup par le développement de relations avec vos parties prenantes, avec les médias. Donc, maintenant qu'on a quelques pistes de solutions pour agir face à nos enjeux quotidiens, comment on se prépare à une crise? Là, on parle d'une crise qui est ancrée dans le temps, qui vous demande de stopper vos opérations puis de vous dédier vraiment corps et âme au problème. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont? En gros, le but, c'est de s'assurer qu'on est dans la meilleure posture possible lorsque la crise survient. Puis vous remarquez que je dis évidemment quand la crise survient et non si, parce qu'on le dit, même si on vous le souhaite pas, les crises sont vraiment inévitables à un moment ou à un autre. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment essentiel d'avoir un plan de gestion de crise qui est efficace, qui est clair, puis qui est surtout compris de l'ensemble de vos équipes. Puis on parle ici d'un outil de travail. On parle plutôt d'un cadre qui est cohérent, qui convient à vos besoins en temps de crise, mais c'est super important de mettre l'emphase sur la souplesse et la flexibilité du plan aussi. Comme vous le savez, en raison de leur nature même, les crises sont imprévisibles, sont inattendues, donc les plans doivent vraiment être flexibles. C'est de nature, on peut avoir le goût de vouloir tout planifier, mais dans ce cas-ci, la rigidité peut vraiment être un facteur aggravant. Donc, on parle plutôt d'un ensemble de principes directeurs puis d'outils qui vont nous servir d'ancrage pour nos communications lorsqu'on se retrouve en terrain inconnu. Donc, quelques ingrédients d'un bon plan. Bien d'abord, est-ce qu'on est capable d'identifier nos risques, nos zones de vulnérabilité? Est-ce que vous êtes au courant de tous les risques qui pèsent sur votre organisation, sur vos secteurs potentiels? Puis on vous montrera dans quelques instants un exemple d'un outil qui peut vous être utile pour faire ça. Identifier les crises potentielles. Fait que plus que les risques, là, est-ce que ça nous demande une réflexion stratégique à plus haut niveau, mais est-ce qu'on est capable d'anticiper ce serait quoi les crises potentielles dans un peu un scénario worst case, mais est-ce qu'on est capable de se projeter puis de voir ce serait quoi les crises potentielles? Choisir les responsables clés qui vont faire partie de la cellule de crise, déterminer leur rôle précis, rendre disponibles leurs coordonnées à l'interne, mais vraiment que peut-être même penser à un organigramme en cas de crise. C'est vraiment s'assurer que c'est clair pour tout le monde qui fait quoi. Ça va vous sauver beaucoup de confusion lorsque la crise se dessine. Identifier vos publics cibles. Réfléchir aussi comment vous allez leur communiquer. C'est quoi les canaux? Donc, on parle des publics cibles à l'interne, des médias, de vos parties prenantes, de vos actionnaires. Tu sais, il y a vraiment il y a plusieurs publics cibles qui méritent chacun d'avoir une attention particulière dans votre plan. Puis même d'avoir, enfin c'est ça, les protocoles de communication clairs qui parlent quand aussi. Ça vient avec l'identification des porte-paroles. Puis aussi, une liste de choses à cocher. Ça peut sembler de base, mais par exemple, avez-vous pensé à suspendre les publications programmées sur vos réseaux sociaux? T'sais, vous avez une crise qui arrive demain matin, puis vous aviez une publication, assez ludique qui célébrait un anniversaire de la compagnie. Est-ce que vous avez pensé à suspendre ça? Quand la crise arrive, c'est des trucs qu'on peut peut-être oublier, mais de se faire une liste à cocher qui peut vraiment nous permettre, OK, bon, ça c'est fait, puis ça, non seulement ça nous sécurise, mais ça s'assure qu'on n'oublie rien. Fait qu'en gros, en adoptant un plan de crise qui est simple, qui est flexible, qui a été mis à l'essai, vous vous dotez vous-même, mais surtout les membres de votre équipe d'une référence qui est fiable sur leur rôle, sur leurs responsabilités. Puis, ça va vraiment être un élément qui est très, très rassembleur, mais aussi rassurant pour vos employés lors d'une crise. Puis, donc, on vient de parler d'un plan de crise. Puis un plan, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est quoi les petits extras qui peuvent vous différencier lorsque vient le temps de faire face à une crise? Donc, on l'a dit, un plan de gestion de crise à multiscénario. Ça, c'est fait. Après ça, vos porte-paroles, est-ce qu'ils sont bien formés? Est-ce qu'ils connaissent bien les bonnes pratiques? Est-ce qu'ils sont solides? Avez-vous plusieurs porte-paroles? Parce que des fois, dépendamment des crises, si vous avez une composante très technique, est-ce que vous avez quelqu'un qui est capable de sortir là-dessus? Donc, s'assurer qu'on a des bons porte-paroles. Aussi, des documents de messages clés et de questions-réponses qui sont des documents vivants. Donc, vraiment un document qu'on est capable de mettre à jour rapidement. Je vous donne un petit exemple. En politique,
chaque ministre a son cartable de période de questions. C'est un document qui peut être gros comme ça. C'est mis à jour presque quotidiennement. Puis c'est vraiment tout ce qui pourrait survenir. Puis ça sécurise beaucoup les équipes, puis ça permet vraiment de s'assurer qu'on est à jour dans tout ce qui se passe. Donc, des messages clés, on peut les faire en amont sur plein de sujets. Questions-réponses qui devraient être mis à jour très fréquemment également. Des gabarits de produits de communication. Avez-vous un communiqué de presse qui serait très rapidement accessible pour un membre qui est même pas, par exemple, dans votre équipe de communication? Que quelqu'un pourrait prendre ce gabarit-là puis faire un communiqué qui sort dans la prochaine heure, par exemple. Puis, finalement, effectuer des simulations en temps réel. C'est sûr que de mettre notre plan puis notre stratégie à l'épreuve, c'est définitivement une très belle façon de s'assurer qu'on est fin prêt. Puis, ici, comme je vous avais mentionné, donc on parle de l'évaluation des risques, là, un risk map en anglais, qui est un très bon point de départ pour déterminer l'impact de chaque crise potentielle sur votre entreprise. Donc, quel type de risque? C'est quoi la sévérité? Si jamais ça devait arriver, ça serait quoi les impacts sur votre compagnie? C'est quoi les probabilités que ça arrive? Puis aussi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se passer demain matin ou on parle plutôt de quelque chose qui pourrait être dans les prochaines années? Puis c'est quoi les probabilités les probabilités que ça change sur le long terme? Est-ce que les probabilités que ça arrive augmentent ou au contraire pourraient diminuer? Donc ça, c'est une belle façon de se faire une tête vraiment sur tout ce qui pourrait nous faire mal en tant qu'entreprise ou en tant qu'organisation. Là, je vais vous faire travailler un petit peu. On a une question pour vous. On voulait savoir qui d'entre vous a déjà participé à une formation média, soit dans votre emploi actuel ou même dans un emploi passé. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de vous faire tester, là, même avec un micro, de pouvoir faire un question-réponse? Donc, je vois qu'il y en a quand même plusieurs d'entre vous qui ont déjà eu la chance de le faire. C'est vraiment un must pour s'assurer que non seulement les porte-paroles sont prêts, mais qu'un ensemble de vos équipes comprend bien et maîtrise bien vos messages clés. Puis là, une autre petite question pour vous. Est-ce que, en plus des formations médias, est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont participé à un exercice de simulation de crise? Donc, là où on vous met à l'épreuve, puis qu'on se lance vraiment pour tester notre plan dans une situation concrète. Je vois que il y en a quelques-uns, il y en a un petit peu moins qui ont participé à une simulation de crise qu'une formation média. Mais d'ailleurs, là-dessus, je vais passer la parole à ma collègue Mathilde qui va vous parler d'une des simulations de crise que nous, en fait, on fait chez Casacom. Oui, effectivement. Merci, Catherine. En fait, la simulation de gestion de crise, on trouvait que c'était intéressant de s'y attarder puisque c'est le meilleur exercice de préparation à une vraie crise qui existe. En gros, l'activité, c'est de simuler une vraie crise pour vous en temps réel, une crise qui pourrait réellement arriver à votre organisation. Comment ça se passe, grosso modo, et c'est vraiment personnalisé à chaque organisation. Mais je vous donne un exemple. Habituellement, on s'allie avec un complice à l'intérieur de votre organisation qui connaît bien l'organisation puis qui va nous aider à développer ce qu'on appelle le scénario, ce qui va se passer durant cette fausse crise-là, mais qui est le plus réaliste possible. Et après ça, on développe de notre côté du matériel, le matériel qui est encore une fois le plus réaliste possible. Si on décide il va y avoir un article à un moment qui va sortir sur TVA Nouvelles, vous le voyez à l'écran, on le rédige et il apparaît un peu tel quel comme il apparaîtrait sur TVA Nouvelles. Et le jour J, que ce soit une demi-journée ou une journée complète, ce qui se passe, c'est que on regroupe les membres de la cellule de crise dans une salle, par exemple, ou il peut y avoir plusieurs groupes également. Ça dépend vraiment du format et de vos besoins là, de l'entreprise. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vous envoie de l'information. Donc, ça peut être, par exemple, des employés de Casacom qui vont jouer le rôle de journaliste et qui vont vous appeler. Ça pourrait être aussi, on peut jouer le rôle de fournisseur, on peut jouer le rôle d'investisseur qui vous appelle. Ça peut aussi être des envois par courriel de journalistes qui vous demandent des entrevues, par exemple. À l'écran, on voit quelques exemples. Il y avait des publications aux médias sociaux, il y a eu plusieurs articles, en fait, dans les médias.
On a même une collègue qui s'est transformée en journaliste le temps d'une journée et qui a été vraiment sur place chez l'entreprise pour faire comme si un journaliste se déplaçait à la porte de l'entreprise et elle a vraiment enregistré un vrai reportage qui leur a été envoyé par la suite, là. Puis, à la droite, ce que vous voyez, ben c'est des images qu'on a utilisées et qu'on a un peu trafiquées à l'aide de l'intelligence artificielle pour justement démontrer qu'il y avait un déversement d'eau usée entourant le siège social de l'entreprise qui vivait la simulation. Donc, comme quoi, là, on s'attarde à tous les aspects, à une multitude d'acteurs. Et au final, ce que ça donne, c'est que ça vous permet vraiment de tester votre plan de gestion de crise. Et ça vous permet de l'ajuster, votre plan de gestion de crise. Vous allez peut-être réaliser que, mes messages, là, mon gabarit de messages clés, il est pas assez perfectionné. Ou alors, on devrait améliorer la communication dans notre cellule de crise. Et on a même des clients qui le font à chaque année ou à chaque 2 ans pour voir justement, il y a du roulement chez les employés, donc pour s'assurer qu'ils sont vraiment prêts pour lorsque une crise surgit. Donc, je m'arrête là, mais si vous avez des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre à la fin. Merci Mathilde. Donc, en conclusion, là, pour l'avant-crise, là, il y a quelques questions clés qu'on peut se poser pour voir si vous avez bien optimisé votre préparation en prévision de crise potentielle. Donc, tout d'abord, est-ce que vous connaissez bien vos zones de vulnérabilité, vos risques, vos enjeux potentiels? Si je vous appelais cette nuit à 3 heures du matin, est-ce que vous auriez une bonne idée de ce que ça pourrait être si je vous disais on a une crise puis je vous donne pas d'autres informations? Puis je rajouterais aussi, avez-vous des messages clairs qui sont déjà rédigés sur vos zones de vulnérabilité? Ça nous donne un bon carré de sable. On sait que les processus d'approbation de messagerie peuvent être très longs. Donc, d'avoir déjà des messages qui sont préapprouvés sur vos zones de vulnérabilité, ça nous aide beaucoup. Avez-vous un processus de communication interne et externe en cas de crise qui est clair, qui est compris par tout le monde? Est-ce que les rôles de chacun sont clairs? Comme Alexandre l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous avez des liens solides avec les médias qui couvrent votre domaine? Avez-vous des porte-paroles en cas de crise? Est-ce qu'ils sont bien formés pour répondre sous le feu de l'action? Est-ce qu'ils connaissent bien les bonnes pratiques d'entrevue? Avez-vous déjà fait une simulation de crise? Comme on vient de le mentionner, il n'y a rien de mieux que de tester votre préparation en temps réel. Donc, en conclusion, c'est toutes des choses que vous pouvez faire dès maintenant. La préparation d'avant-crise, là, c'est vraiment de tenter de vous donner les meilleures chances possibles pour retrouver un petit peu de familiarité dans une situation qui n'est pas du tout familière lors d'une crise. Donc, si on se demande s'il y a une crise qui arrivait demain matin, est-ce que je suis préparée du mieux de mes capacités? Ben, voici plein de pistes pour se rendre vers la réponse qui est oui, je me sens fin prêt s'il y avait une crise dès demain matin. Je passe la parole à mon collègue Alexandre. Ben, pendant la crise, merci Catherine. Alors maintenant, on arrive à une période qui est cruciale. Il y a une crise. Et on a beau être préparé, elle ne vient pas toujours de où on pense, puis elle peut toujours nous surprendre. Je vous explique, moi, la principale crise personnellement que j'ai vécue, j'ai été dans l'œil de l'ouragan pendant la première vague de la pandémie de COVID. Fait que vous comprenez que tout le monde savait que ça s'en venait, mais on ne sait jamais comment ça va se passer. Alors, je pense que c'est important, c'est d'avoir une cohésion, une organisation, afin de communiquer efficacement. C'est sûr que ça se peut que je me réfère dans les minutes qui suivent à mon expérience avec la première vague de la pandémie parce que je l'ai vécu, c'est ce que je connais le plus. Et ça parle à beaucoup de gens parce que tout le monde a vécu de l'extérieur, tout le monde a une opinion sur comment ça s'est passé. Alors, l'importance dès le début, c'est de bien établir la séquence qui va mobiliser vos équipes. Alors, premièrement, on reste calme. L'émotion est importante, c'est ce qui nous fait agir, c'est ce qui nous fait réagir, mais il faut faire attention de ne pas prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Il faut qu'on reste calme, on alerte et on mobilise notre cellule qu'on a formée au sein de notre organisation, qui est là, les décideurs, les gens de com. On rassemble les faits et on identifie les urgences, très important. Et le numéro 4 est très important aussi, c'est préparer et lancer les premières communications. Je m'explique, des fois, on n'a pas tous les éléments de contexte, on n'a pas toutes les informations, mais un micro-message sur X, par exemple, des fois, permet de dire qu'on a la situation en main, on est en quête d'informations et qu'on va revenir, on va vous revenir. C'est arrivé, un exemple concret,
l'an dernier, un drame terrible, une personne vraisemblablement troublée qui a foncé sur un CPE. Rapidement, il y a des gens au gouvernement qui ont tweeté pour dire, écoutez, on est troublé, on va aller aux informations, puis on va se déplacer sur place. Ça montre qu'on est en contrôle d'une certaine façon. On s'en va à l'autre feuille. Dès qu'on a fait une première communication, maintenant, il faut parler à nos porte-paroles, leur attribuer des rôles, qui va continuer à poursuivre les communications avec les autres publics, le numéro 7. Les autres publics, c'est qui? Ça peut être les employés. Ça peut être les journalistes dans un sens plus large, des demandes d'entrevue. Et, en parallèle, il faut faire une veille média de tous les médias. Il n'y a pas juste TVA et Radio-Canada. Il y a les journaux écrits, il y a les médias sociaux. Et on fait toujours une évaluation de comment les messages percolent, comment ils sont reçus. Et on peut ajuster le tir. C'est qu'on peaufine les messages. Et le 10, ça semble un petit peu évident pour certains. Quand je dis on recommence, c'est qu'on repart à 1. Toujours avec des ajustements. Parce que si on s'arrête à 9, puis qu'on laisse les choses aller, ce qui va arriver, c'est, je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent un petit peu le hockey, mais il y a eu un petit événement la semaine dernière. Il y a un ancien joueur du Canadien, Corey Perry, qui est un joueur avec les Blackhawks de Chicago cette année, puis sans trop d'explications, pour des raisons juridiques, il a été suspendu par l'équipe et il n'y a plus d'autres communications après. Et là, la stratosphère des médias sociaux s'est emballée. Puis là, il s'était rendu là, que tout le monde a inventé toutes sortes d'histoires et l'organisation a cru bon plusieurs jours plus tard, de ressortir pour mettre un peu les messages aux bons endroits. C'était une occasion ratée d'avoir communiqué, même s'il y a des contraintes juridiques. Ça, je pense que les publics, les amateurs de hockey, les journalistes comprennent les contraintes juridiques. Mais il faut communiquer. Il ne faut pas laisser passer cette occasion. Là, je vais vous parler d'un cas concret. On aime ça un petit peu savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et je vais faire preuve d'autodérision dans la prochaine explication, la prochaine anecdote, parce que ça m'a valu d'être à Infoman. Mais je pense encore que c'était la bonne chose à faire. Vous voyez la photo ici, c'est Mme McCann, qui est l'ancienne ministre de la Santé. C'est à peu près comme ça que la conférence de presse dont je vais vous parler tantôt est sortie à l'écran. Donc, on voit là, pas sûr si le drapeau respecte les normes. Il y a des prises de courant sur les murs. Dans la forme, c'était pas la bonne chose, mais j'y reviens. Fait que je vous ramène au premier cas de COVID-19 qui est presque confirmé au Québec. Faut prévenir, quand on communique, on dit faut communiquer efficacement puis rapidement. C'est que ce jour-là, je pense qu'à 5 heures de l'après-midi, on savait pas qu'il y avait un premier cas. Puis à 8 heures, on annonçait le premier cas. On n'avait pas le soutien technique pour faire une belle conférence de presse. Sauf que on savait que les employés qui étaient à l'hôpital de Verdun, où il y avait ce premier cas-là, terminaient leur quart de travail. Alors, si on ne sort pas pour confirmer le cas, ben, les médias sociaux, l'infirmière qui a parlé à son beau-frère, ça sort tout croche. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on contrôle le message. Ça ne veut pas dire qu'on manipule le message. Ça veut dire qu'on le contrôle. On donne la vraie information. Cette conférence de presse-là, techniquement, elle nous a valu Infoman, mais dans les faits, après, avec les journalistes, qui se moquaient bien de la forme, ils reconnaissaient qu'on avait bien fait de sortir ce jour-là. Puis qu'est-ce que ça a fait? Bien, ça a envoyé un message à la population, qu'on est transparent, puis qu'on réagit vite, qu'on dit la vérité, et ça aussi, ça nous met, ça met de l'emphase sur l'importance du moment. Parce qu'on s'en va vers une crise sanitaire, qui n'était pas encore là, mais on la voyait venir. Alors, pendant la crise, je ne le dirai jamais assez, une crise, c'est une occasion de communiquer. Donc, je le disais tantôt, on ne prend pas de décision sur le coup de l'émotion, mais dans les messages qu'on transmet, on doit mettre de l'humain. Exemple rapide, les conférences de presse du premier ministre Legault pendant la première phase de la pandémie, il y avait toujours « je comprends que c'est difficile, je veux féliciter ou remercier ceux qui ne sont pas confinés puis qui continuent de faire rouler la machine, qui gardent des enfants, ceux qui soignent les malades. Il faut aller avec l'être humain parce qu'on s'adresse à des êtres humains. OK?
C'est ça que je veux dire par empathie. Les messages doivent être empathiques. Il faut toujours dire la vérité. J'ai dit, il faut choisir le moment, c'est vrai, parce que des fois, il ne faut pas susciter de la panique. Mais si on veut être crédible, si on veut maintenir la confiance de nos publics, il faut dire la vérité. Je pense, exemple parfait, le premier ministre s'était fait demander, est-ce que le Québec a des problèmes avec ses réserves d'équipement de protection individuelle? Il s'est pas défilé, il n'a pas dit de mensonge, il a dit, oui, c'est délicat. Puis il s'est mis à donner le bilan des réserves qu'on avait sur les gants, les blouses, les masques, etc. Fait que ça, très important de retenir ça, il faut dire la vérité. Il ne faut pas hésiter aussi à rectifier les fausses informations et ne jamais prendre pour acquis que le journaliste agit de mauvaise foi. Si on est mal cité ou s'il y a une information qui n'est pas exacte ou qui demande d'être, on appelle le journaliste, on garde son calme, on reste ferme, on explique notre point de vue et vous seriez surpris de ce que des fois il peut arriver. OK? Quand c'est de bonne foi, on se parle. Et l'autre chose, et j'ai un exemple concret, quelqu'un dans l'organisation est-il disponible pour éteindre les autres feux? Exemple concret, il est 7 heures le matin, en période de crise COVID, un journaliste m'appelle. Hier, un reportage de TVA, je le dis, c'est TVA, une dame veut aller voir son mari qui demande l'aide médicale à mourir. On ne veut pas la laisser entrer pour des raisons sanitaires. Je vais poser une question à la ministre tantôt. Là, c'est l'humain qui parle. On se met en mode humain. On n'est pas en gestion de crise. On dit comment est-ce qu'on peut régler, est-ce qu'on peut s'épargner cette question gênante-là, alors que quelqu'un applique les règles du mieux qu'il peut, mais visiblement, ça a pris une intervention politique. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, 2 heures après, le journaliste m'a appelé et me dit « La dame vient de m'appeler, elle va aller voir son mari dans 2 jours. » C'était de l'humain, puis on s'évite des problèmes qui s'ajoutent. Fait qu'il y a 5 questions à se poser aussi quand on est en gestion de crise, en plein dedans, en termes de communication, hein, parce que tout est là. Est-ce qu'on fait une rétroaction constante auprès de notre cellule de crise et des porte-paroles? Y a-t-il des difficultés? Y a-t-il des messages qui passent mal ou qu'on sent qu'ils ne sont pas clairs pour les journalistes ou pour les publics? Est-ce que nos messages, est-ce qu'ils sont efficaces dans les médias et auprès de nos publics? Sinon, est-ce que c'est nécessaire de les ajuster? Très important. Parce que faut toujours avoir un petit peu le sentiment de la température. OK? Ah, ça passe. Des fois, le message est bon, mais il est mal expliqué, mal transmis. Est-ce que mon organisation a des alliés sur le terrain pour nous donner le pouls de la population? Moi, je ne sais pas pour vous, mais je prends un exemple concret, puis c'est pas une crise, mais l'annonce du gouvernement sur la Ligue nationale de hockey à Québec, moi, tout le monde m'en a parlé. Tout le monde. Les fins de semaine, j'ai croisé des amis à l'épicerie, tout le monde m'en a parlé. Fait que c'est là que tu vois que, oh, ça passe pas. Fait que imaginez en temps de crise ce que peut vous dire le voisin aux gens coutus peut vous aider à prendre les meilleures décisions. Est-ce que j'ai communiqué avec tous mes publics ou mes parties prenantes? Je vous le dis, quand j'ai dit les employés, des fois, de communiquer avec vos employés, quand vous le dites au Québec au complet, mais que vous n'avez pas parlé à vos employés, vous cherchez, on se magasine du trouble et des difficultés dans ce temps-là. Il faut assurer de couvrir large. Puis, la dernière question que je trouve importante de se poser, est-ce que je suis ouvert à ce que mon entourage questionne mes actions et mes décisions? Autrement dit, est-ce que j'accepte de me faire challenger? Il faut accueillir ça avec ouverture. Très important. Ça nous permet de rester connectés. Parce que c'est une expression qu'on entend souvent en politique, là. Voyons, on a pris une décision, il est déconnecté. Ben, c'est ça. Il faut se faire challenger. Il ne faut pas être entouré de gens qui nous disent tout oui. Il faut qu'ils nous critiquent, puis il faut accepter la critique. Puis des fois, elle n'est pas recevable, c'est vrai, mais il faut accepter le concept. Merci. Donc, là, malheureusement, vous avez fait face à une crise. Bon, c'est arrivé. La façon dont vous vous en relevez est aussi, sinon plus importante que comment vous avez traversé la crise. On va essayer de se pencher un peu sur comment on peut en tirer des leçons, puis pourquoi pas même transformer votre crise en occasion favorable pour la suite des choses. Vous me permettrez 2 citations puis une traduction libre. Mais premièrement, une crise, c'est une chose qui est terrible à gaspiller.
L'autre, une citation de John F. Kennedy qui dit que dans le fond, lorsque c'est écrit en mandarin, le mot crise, ça a 2 caractères. Il y en a un qui représente le danger, puis l'autre, l'opportunité. Les 2 citations, ils véhiculent un peu la même idée. C'est possible d'utiliser nos moments qui sont un petit peu plus houleux, puis de les transformer en opportunités. Donc, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait ça? Ben, tout d'abord, c'est très, très important de bien conclure la crise. On pourrait être tenté de revenir à la normale le moment où le téléphone arrête de sonner sans arrêt, mais il faut bien conclure, il faut être capable de faire un bilan. Donc, tout d'abord, continuer de bien monitorer l'ensemble de la situation. On regarde tout ce qui se dit, on continue, pardon, on continue notre veille médiatique, puis notre veille de nos parties prenantes. On continue de déployer les actions nécessaires jusqu'au retour à la normale. Par exemple, comme Alexandre disait, on continue nos communications qui ont peut-être été intensifiées pendant la crise jusqu'à temps vraiment qu'on soit revenu à la normale. Par la suite, ou par exemple, si vous aviez même affecté quelqu'un à un rôle particulier dans l'organisation pour assurer qu'on un rôle particulier, excusez-moi. Ben, est-ce qu'on est capable de la laisser dans ce rôle-là jusqu'à temps justement qu'on se soit rendu, que ce soit plus nécessaire, qu'on soit revenu à la normale? Bien évaluer les effets secondaires de la crise, à la fois interne mais externe. Comment est le moral de vos équipes? Comment ça va? Avez-vous perdu un fournisseur suite à la crise? Vraiment faire état de la situation, des pertes, c'est très important. Mais aussi faire un bon bilan d'après-crise. C'est peut-être le plus important. On documente ce qui s'est passé, la séquence des événements. On l'analyse. On note nos bons coups, nos moins bons coups. Et individuellement, mais en équipe aussi. Qu'est-ce que moi j'ai bien fait pendant la crise? Qu'est-ce que j'ai moins bien fait? Qu'est-ce que l'équipe a bien fait? Qu'est-ce qu'ils ont moins bien fait? Qu'est-ce qu'on a perdu aussi? Est-ce qu'on a perdu un peu de confiance du public? Est-ce qu'on a perdu de la crédibilité? De s'assurer qu'on est capable de vraiment avoir une vision d'ensemble de tout ce que la crise nous a malheureusement apporté. Par la suite, ajuster le plan et les outils. On l'a dit tantôt, un plan de crise, les outils de gestion de crise, c'est vraiment un outil qui est vivant. Donc, ça demande de vraiment toujours se questionner à savoir si c'était adapté. Par exemple, vos messages crises qui ont été utiles, vous en êtes même jamais servi pendant la crise. Est-ce qu'il vous manquait des accès aux réseaux sociaux? À un moment donné, il fallait que vous fassiez un tweet, puis la personne qui s'occupe des réseaux sociaux était pas là, puis vous aviez pas les accès. Mais ça, ça semble peut-être simple, mais juste s'assurer que tout a été fait à la hauteur de la situation. Puis par la suite, c'est impératif que vous restiez en contact avec vos clients, vos fournisseurs, puis s'assurer vraiment qu'on est capable de rester en contact, puis de s'assurer qu'ils peuvent nous poser des questions, qu'on a quand même une certaine humilité, mais qu'on est capable de partager l'information. Puis parlant de gens avec qui il faut continuer de communiquer, il y a encore un must, puis c'est nos amis les médias. Donc, je vais passer la parole à Alex qui va nous parler un petit peu plus de cette facette. Merci, Catherine. Les médias dans l'après-crise, premièrement, on ne parlera pas des médias au départ, c'est qu'il faut parler à vos équipes. Puis il faut faire un post-mortem. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Puis pourquoi? Ça nous prépare à la prochaine crise, puis ça nous prépare à être meilleurs. Ça nous prépare à mieux appréhender ce qui peut être des difficultés de communication. Ensuite, il ne faut pas se taper sur la tête. Des erreurs de communication, il va toujours y en avoir. C'est normal. Pourquoi? Bon, des fois, je parle à ma conjointe, puis on ne se comprend pas. Faut qu'imaginez, vous parlez à différents publics qui sont différentes personnes. Et dans un temps de crise, donc d'incertitude, d'inquiétude, de stress. Fait que considérez vos moins bons coups comme des apprentissages. Je dis souvent à mes amis, je vous envie, vous enseignez les mathématiques, vous êtes statisticien, 1 + 1 va toujours donner 2. Moi, je suis en communication et c'est pas une science exacte. Il faut avoir de l'instinct, il faut écouter, il faut avoir de la créativité. Puis des fois, ça se peut que ça aille moins bien, mais il faut apprendre de ça. Et préparer les équipes, les porte-paroles qui sont en charge des relations médias ou des communications. La fin de la crise, ça signifie le retour à la normale avec les journalistes. Puis je dis attention, je vous explique. À un moment donné, la crise sanitaire de la COVID s'était calmée un peu et j'avais croisé un journaliste. Puis pendant la crise, on a établi des relations un peu plus basées sur l'humain. Je pense que les journalistes étaient dans un mode un peu plus collaborateur, en gardant une indépendance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils comprenaient qu'il y avait quelque chose de jamais vu qui se passait.
Puis j'avais discuté avec le journaliste, on pensait que la crise se terminait. Et j'ai dit, bon, à l'automne, ça va être dur, hein? Vous allez nous rentrer dedans, là. Il dit, disons que ça va être le vrai retour à la normale. Alors, il faut que dans la tête de vos porte-paroles, puis de vos attachés de presse, ou de vos communicateurs, ce soit saisi qu'il y en a une coupure à un moment donné. Puis c'est pas parce que la crise est terminée qu'il y a quelqu'un qui fait un point exact, mais il faut se préparer à ça. Il faut le voir venir, il faut le sentir. Catherine, je te relaisse la parole. Merci beaucoup pour ça, Alex. Maintenant, j'ai le goût de vous parler aussi d'un exemple, moi, qui m'a beaucoup marqué. Mais tout d'abord, là, une fois qu'on a fait notre bilan, on a des pistes pour ajuster notre plan, on peut aussi se pencher sur identifier les opportunités. C'est sûr que ça dépend beaucoup du type de crise dans lequel vous vous retrouvez, mais c'est possible de tourner une situation plus difficile en avantage concurrentiel. On entend souvent dire qu'il faut tirer des leçons à chaque fois qu'on vit une crise, mais au-delà des apprentissages, il y a aussi des opportunités à saisir, notamment pour mieux faire les choses, pour repenser le statu quo de votre entreprise ou votre organisation et pourquoi pas même se réinventer. Puis, dans cette même ordre d'idées, je vais vous parler de Barilla. Rapidement, la situation qui s'est passée en 2013, le président du conseil d'administration de Barilla, Monsieur Barilla, a déclaré à heure de grande écoute à la radio nationale italienne que jamais Barilla ferait de publicité avec une famille d'homosexuels, pas par manque de respect, mais parce que la compagnie n'est pas d'accord avec eux. Donc, comme vous pouvez imaginer, ça a fait l'effet d'une bombe dans les médias italiens, ça a même fait une bombe dans les médias à travers le monde. Ils étaient clairement pas préparés à gérer la crise. Ils ont fait des excuses à coups de communiqués qui ont vraiment pas résonné avec la population. Ça a été très, très difficile. Ils ont chuté de 21 positions dans un classement annuel de réputation dans l'espace de quelques mois. Mais le bon côté des choses, c'est que le PDG, lui, s'est dit, ça se passera pas comme ça, je vais redresser l'entreprise, il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on fasse des gestes concrets. Ça lui a pris 5 ans. Mais il a pris quelques actions concrètes qui ont été bien reçues. Ils ont restructuré l'entreprise, ils ont nommé un chef de la diversité et de l'inclusion. Ils ont formé un comité consultatif externe. Ils ont mandaté une firme de relations publiques pour vraiment piloter les communications pendant ces moments plus difficiles. Ils se sont aussi alloués les ressources nécessaires pour vraiment faire ça parce qu'ils ont compris l'ampleur de la crise, mais aussi de l'opportunité qu'il y avait c'était un peu une obligation à ce point-là, mais ils se sont dit tant qu'à faire, pourquoi pas changer les choses pour le mieux. Dans leur cas, ça a vraiment fonctionné. Et depuis maintenant presque 10 ans ou 8 ans, ils reçoivent une note parfaite dans l'indice d'égalité des entreprises de la Human Rights Campaign. Puis c'est quelque chose dont ils semblent être très fiers, puis ils continuent de mettre de l'avant. Ils sont aussi dans le top 10 de plusieurs palmarès réputationnels également par rapport à ça. Puis même, ils sont passés d'être une compagnie qui disait que jamais ils feraient affaire avec un couple d'homosexuels à avoir même des emballages à connotation homosexuelle, puis à devenir des... En fait, dans leur cas, ils ont fait de leur enjeu leur cause. Fait que c'est un exemple qui peut être un petit peu extrême, mais ça démontre vraiment bien qu'avec des actions concrètes, puis si on ne minimise pas l'après-crise, on peut tourner une situation qui peut sembler catastrophique pour une entreprise dans un avantage concurrentiel, puis vraiment repenser l'entreprise. Donc, le point de tout ça, c'est qu'il existe dans l'après-crise des grandes opportunités. Donc, c'est ça. C'est d'améliorer nos processus en place, mais c'est surtout de mieux se préparer pour le futur. Puis, finalement, donc nos 5 questions à se poser. Donc, est-ce que quand on fait le bilan, quand on fait état de notre gestion de crise, est-ce qu'on avait bien anticipé les risques? Est-ce qu'on était au courant que c'était une possibilité que cette crise-là ou que cet enjeu-là prenne de l'ampleur? Si oui, ben bravo. Après ça, ça a été quoi nos bons coups? Ça a été quoi nos moins bons coups? Donc, on le disait, faire un bilan à l'interne, faire un bilan individuel de nos crises, de nos cellules de crise également. Aussi, se poser la question, c'est quoi qu'on a perdu dans la crise? Ça va nous aider à s'orienter pour le futur. C'est-tu la confiance du public? Est-ce que c'est le bien-être de vos employés? Est-ce que c'est de la crédibilité sur la scène mondiale ou dans votre domaine d'expertise, par exemple? Mais aussi, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est pas tout négatif dans le sens, est-ce qu'on a gagné justement de peut-être l'opportunité de rechanger nos processus ou de revoir certains angles, un peu comme Barilla le fait, donc de penser aussi d'un côté plus positif, qu'est-ce qu'on a gagné là-dedans? Puis évidemment, qu'est-ce que je dois changer dans mon plan de gestion de crise? Puis, est-ce qu'on a besoin de renouveler nos priorités? Est-ce qu'on a besoin de changer nos outils? C'est vraiment le moment de
de faire ça. On l'a dit, c'est un document vivant, il faut que ça change, puis il faut s'assurer qu'on soit bien outillé pour l'avenir. Donc, c'était tout pour l'après-crise. Je vais passer la parole à Mathilde. Merci Catherine. Je pense que l'exemple de Barilla, ça illustre parfaitement que la réputation, ça peut se détruire, ça peut se briser en une seconde et que ça prend du temps à rebâtir, mais que ça se rebâtit. Donc, être patient aussi, je pense que c'est un bon point. Donc là, on prend un pas de recul sur la gestion de crise et on va se questionner sur comment prendre peut-être pas les bonnes décisions, mais les meilleures décisions possibles dans les circonstances. Donc, avant tout, on va revenir carrément, on va se poser la question comment prendre une décision sur le processus de prise de décision classique. Pas encore, on n'est pas encore dans une gestion de crise, tout simplement, là, on revient au processus de prise de décision. Le processus que je vous montre à l'écran, c'est un processus qui est connu, vous le connaissez peut-être, c'est le processus classique, ou on pourrait l'appeler aussi le processus rationnel de prise de décision. Où vraiment, et là, selon la littérature, là, il y a plus ou moins 4 à 7 étapes, là, je vous dirais, on l'a ici résumé. La première étape, c'est de définir l'objectif. Qu'est-ce que j'aimerais atteindre? Qu'est-ce que la situation veut me permettre de réaliser? Puis c'est quoi le résultat là, en bout de ligne? Qu'est-ce que je veux atteindre? Après ça, on récolte l'information. Il nous faut de l'information, on fait de la recherche. Puis là, c'est un petit peu ça, hein, en crise, une des premières étapes, là, c'est d'aller récolter l'information. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'est-ce qui se passe? Tout simple. Qu'est-ce qui se passe? Qui est impliqué? Qu'est-ce qui se dit sur nous? Qui le dit? Quand? Comment? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont des motifs? Et nous, de quel outil on dispose pour communiquer? Donc, on se pose beaucoup de questions, mais en gros, c'est qu'on va prendre le pouls du terrain. Un coup que ça c'est fait, on établit des alternatives. C'est quoi nos possibilités? C'est quoi nos options? Puis pour chacune des options, on évalue les conséquences, les coûts, les risques versus les bénéfices de chacune des alternatives pour finalement procéder au choix. Et on se pose la question aussi, une des alternatives, peut-être, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien aussi? Donc, vous le connaissez peut-être, ça c'est le processus rationnel de prise de décision qui peut vous paraître procédural et long, mais qui peut se faire très rapidement, en fait, et qu'on fait un peu instinctivement. Je vous dirais, quand on veut prendre des décisions, là, on se dit, OK, qu'est-ce que je connais? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je devrais plus aller là, j'ai plus d'avantages. On le fait un petit peu instinctivement. Mais la réalité, ce qu'elle démontre, c'est que oui, il y a un processus de prise de décision, mais que la réalité sur le terrain, c'est pas si simple. Pourquoi? Parce que l'être humain, Alexandre le dit, est un être d'émotion, est un être émotif. Et on a beau suivre ce processus-là, qui je pense est une bonne base, mais il faut prendre en compte d'autres facteurs. On a tous des biais, on a tous des émotions, on est tous peut-être parfois dans une bonne journée ou une mauvaise journée. On a tous des perceptions qui viennent teinter nos décisions. Donc, c'est le bagage qui vient teinter aussi nos prises de décision. Petit sondage encore ici pour vous. Est-ce que selon vous, les émotions, ça aide, ça nuit? Ça aide ou ça nuit à la prise de décision? Ou ça dépend? Donc, je vois quelques réponses ici. Ça dépend. Aide. Nuise. OK. Intéressant. Effectivement, ça dépend. Ce que vous devez savoir, c'est que les émotions sont indispensables à la prise de décision. Ce que nos clients nous disent souvent, c'est « Ah, on aime faire affaire avec une firme parce que vous arrivez, vous êtes rationnel. » En fait, c'est pas qu'on est rationnel, mais c'est qu'on a un pas de recul. On a le recul nécessaire pour les aider dans leur situation. Mais l'être humain est doté d'émotions et elles sont indispensables à la prise de décision. Pourquoi? Parce que sinon, on serait ChatGPT, on serait un ordinateur. Le danger, c'est de se laisser happer par ses émotions, de se laisser guider par ses émotions et finalement de ne pas être en mesure de s'en détacher. Ça ressemble à quoi un peu tout ça? Je vous parle d'émotions, je vous parle de biais. Les connaissez-vous? En fait, je vous invite à faire de la recherche. Il y a des tests qui existent en ligne, des sondages pour connaître c'est quoi nos biais, les biais qui existent. Puis je peux vous en nommer quelques-uns. Puis peut-être que vous allez vous identifier, vous allez dire « Ah oui, moi je fais ça. »
Par exemple, le biais de confirmation. On a tendance à rechercher puis à prendre en considération que les informations qui vont confirmer nos croyances. Donc, les informations sur lesquelles on est déjà d'accord. Je sais pas si ça vous arrive. On peut être influencé aussi par la manière dont un problématique est cadré. Tu sais, si on vous présente un enjeu dans un communiqué de presse ou le vidéo d'un président qui s'adresse directement aux gens, ben là, on ne présente pas du tout l'information de la même façon. Donc, le cadrage est très important. On a aussi ce qu'on appelle un biais de généralisation hâtive. C'est de porter un jugement à partir de quelques éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs de toute l'information que vous avez à votre portée. Ça peut être aussi là, l'effet de primauté là, ou l'effet de récence, c'est de baser sa prise de décision sur seulement les premières informations que vous avez eues. Vous faites juste le début de la recherche, puis vous dites ben c'est ça qui se passe, puis on va pas au bout de la recherche. Ou inversement, l'élément le plus récent qui vous reste en tête, là, quand vous faites votre recherche, les derniers éléments, ben c'est ceux qui vous restent en tête, donc vous basez votre réflexion là-dessus. Donc, évidemment aussi, il y a les expériences passées. Si vous vous dites, ben j'ai toujours eu des expériences négatives avec les médias, c'est certain que toutes mes expériences prochaines seront négatives. Ben c'est sûr qu'on part sur un mauvais pied. Puis bien aussi toutes les pensées limitantes que vous avez. Les pensées limitantes, par exemple, vous êtes sur la cellule de crise, puis vous vous dites, ben mon patron va jamais accorder de la valeur à ce que je dis parce qu'il est beaucoup plus âgé, il a beaucoup plus d'expérience, donc je vais peut-être pas m'exprimer. Vous voyez le portrait, puis on aurait pu passer 1 heure en fait simplement sur cette diapositive-là. Mais l'idée, c'est de démontrer que la réalité, c'est que oui, il y a des étapes. Il y a des étapes qu'on peut suivre. On définit un but, on récolte l'information, on fait état des alternatives, mais il faut réaliser qu'il y a d'autres éléments aussi qui rentrent en compte. Et en plus, et là, je vous parlais, on n'était même pas encore en situation de crise. Et là, en situation de crise, l'équilibre est bouleversé, on a davantage de pression, le rythme est accéléré, il y a de l'incertitude, les enjeux sont importants, et même parfois, elle nous surprend, la crise. Donc, l'idée, là, ce qu'on veut vous amener à réfléchir, là, c'est qu'il faut se poser finalement une multitude de questions. Et que oui, il y a l'approche rationnelle qui va nous dire quelle est la meilleure option pour nous. Mais il y a d'autres questions à se poser. Vos émotions, comment on se sent, comment les autres se sentent. Que pensent les autres sur le terrain, mes publics cibles, mes parties prenantes? Comment ils se sentent? Et même mes employés à l'interne. L'intuition. Qu'est-ce qu'elle me dit, mon intuition? Carrément, ça peut être une question éthique. C'est quoi l'impact de notre décision? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Et la légitimité. Est-ce qu'on a la légitimité nécessaire pour décider d'une situation ou pour communiquer de certaines façons? Ou est-ce qu'il nous faut l'aide d'un cabinet conseil expert indépendant qui vient de faire un audit dans notre entreprise pour apporter davantage de légitimité à nos décisions ou à nos prochaines actions? Donc, au final, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a plusieurs questions à prendre en considération. Mais en général, si vous considérez environ ces 6 éléments-là dans une prise de décision, on est capable de couvrir le terrain de jeu, un plus grand terrain de jeu possible, tout en sachant que, évidemment, ce ne sera pas parfait. Donc, que faire dans un contexte où on est en situation de crise? Respirer, je vous dirais, pratiquer la pleine conscience. Si c'est pas quelque chose que vous faites déjà, là, de pratiquer la pleine conscience, et plus vous allez le faire, plus vous allez développer une conscience de vous-même. La conscience de soi et l'intelligence émotionnelle, c'est un avantage clé en gestion de crise. Une personne qui est en contrôle d'elle-même, qui a un calme le plus possible, disons, là, c'est certain qu'elle a un avantage pour prendre des décisions qui sont éclairées. Identifiez et reconnaissez vos émotions. Comment vous vous sentez présentement? Êtes-vous stressé? Si vous êtes stressé, c'est correct, mais reconnaissez-le que vous êtes stressé. C'est souvent quand on le reconnaît pas que là, on est happé dans cette justement, on se laisse guider par nos émotions. Il faut le reconnaître. Prendre en considération toutes les informations à votre disposition. On le dit parfois, on peut s'arrêter à ce qu'on sait déjà ou à ce qu'on préfère, mais pour avoir un portrait qui est juste et prendre la meilleure décision, il faut regarder toutes les informations à notre disposition. Assurez-vous aussi que le processus est clair à l'interne. Qui décide? Qui décide de quoi? À quel niveau? Parfois, les opérations, ça va peut-être être
votre COO, mais il y a des décisions plus exécutives qui requièrent votre CEO, mais certaines décisions, les RH. Est-ce que c'est clair pour vous le processus de décision dans votre cellule de crise? Assurez-vous que ce l'est. Puis vous rappelez qu'on cherche la meilleure solution, pas la solution miracle. Puis l'exemple d'Alexandre le démontre bien. Où il a dit, il fallait sortir. On a fait une communiqué de presse. Est-ce que c'était la plus belle communiqué de presse, la plus belle conférence de presse, pardon? Pas du tout. Mais est-ce que c'était la meilleure chose à faire? On pense que oui. Et communiquer rapidement, oui, mais pas nécessairement tout dire d'un seul coup. Donc, communiquez sur quoi vous êtes à l'aise et sur quoi vous êtes confortable et sur quoi ce que vous maîtrisez, sachant que vous avez encore l'importance en gestion de crise, c'est de communiquer rapidement, mais on n'est pas obligé de tout dire dès la première heure, évidemment. Donc, à garder en tête. Donc, au final, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en vous posant les bonnes questions, en prenant connaissance de vos billets, en faisant une bonne recherche en continu, vous serez en mesure non seulement de prendre de meilleures décisions, je peux dire, mais aussi vous serez carrément de meilleurs stratèges puis de meilleurs tacticiens. Les deux, hein, la stratégie et la tactique. Donc, capable d'avoir une vue d'ensemble sur la situation, mais qui sait aussi quand agir. Donc, c'est 2 niveaux. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à la matière qu'on voulait vous partager aujourd'hui. On a 1 heure pour vous partager nos meilleures pratiques de gestion de crise, sachant qu'on aurait pu faire 1 heure sur chacun des thèmes qu'on vous a présentés. Donc, on a parlé de l'avant, le pendant, après, les bonnes pratiques. On a parlé des médias, plus spécifiquement, comment vous aider à... C'est quoi les bonnes questions à se poser? On a parlé de la prise de décision. On vous a montré un exemple de simulation de crise. Et la présentation vous sera envoyée avec nos adresses courriels. Vous pourrez échanger avec nous. Ça va nous faire plaisir. Mais aussi, si vous avez des questions maintenant, je sais qu'il est 13 heures, mais si vous avez encore... si vous avez des questions à nous poser, on est disponible avec vous. Là, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et vous pouvez, en fait, Ulrika, je te laisserai nous dire quelle est la meilleure façon de poser des questions. Oui, vous pouvez poser des questions directement dans le chat, écrire vos questions. Sinon, si vous voulez poser vos questions de vive voix, vous pouvez écrire moi. Je vais vous laisser monter sur scène et je vous enverrai une invitation. Vous aurez le choix de seulement activer votre micro, le micro et la vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas. Parfait. Je vois qu'il y a des gens dans le chat. Merci beaucoup. Merci. Bon. Surtout des merci, pas encore de questions. Effectivement, hein, si on a pu vous apprendre au moins une chose aujourd'hui, on est content. Sinon, si ça a pu vous ramener peut-être des meilleures pratiques en tête, on est satisfait. Ah, on a une question de Dominique Brassard. Lors de crises, petites ou grandes, comment faire pour avoir un portrait juste de la perception des gens? Bonne question. Car il y a souvent une distorsion entre les commentaires lus sur les réseaux sociaux par rapport à ce que pense la majorité. Et ça, c'est une excellente question, puisqu'en général, effectivement, les gens qui sont contre sont souvent les plus vocaux, mais ça ne représente pas nécessairement l'opinion de la majorité. Oui, Alexandre, tu as quelque chose à dire? Je peux me permettre de répondre parce que c'est exactement ce qu'on montrait dans l'atelier qu'on vient de faire. C'est qu'on doit être connecté partout. Fait que oui, il faut toujours avoir un regard sur les réseaux sociaux, mais pour savoir ce que les gens pensent, il faut aussi avoir des alliés sur le terrain qui nous disent ce qui se dit au dépanneur. Il y avait quelque chose, une expression, j'ai travaillé à TVA, puis une expression qu'on avait souvent quand on arrivait dans le processus de décision sur un reportage. Est-ce qu'on fait ce reportage-là aujourd'hui? Est-ce qu'on prend ce sujet-là? Puis on appelait ça un talker. OK? Donc, est-ce que ça fait jaser ce sujet-là? Puis qu'est-ce que ça fait dire aux gens? Alors, effectivement, les réseaux sociaux, c'est une loupe. On peut avoir 4 enragés qui ont l'air de représenter beaucoup de gens. Alors que, qu'est-ce que les gens vous disent le samedi en famille? De quoi on va discuter dans le temps des fêtes? C'est là que vous avez le pouls. Puis c'est super important d'aller chercher, comme Alexandre dit, d'aller chercher différents canaux parce que pour l'avoir vécu en politique, quand on voit des messages sur les réseaux sociaux qui sont hyper négatifs,
ça peut nous causer à tort de vouloir répondre sur le coup de l'émotion, comme Mathilde disait. Tu vois 4 ou 5 commentaires, tu te dis « Hey, j'ai une grosse crise sous la main », puis après ça, tu commences à sonder tes autres parties prenantes, même tes médias, tu te rends compte qu'il y a rien là. Puis d'être conscient de ça, c'est pour ça que je pense que votre question est super importante, c'est de vraiment s'assurer qu'on a un bon réseau, qu'on est bien entouré, puis qu'on est capable d'aller chercher de l'information. Puis je dis pas de l'ignorer, parce que c'est sûr que si ça crée un certain engouement sur les réseaux sociaux, c'est définitivement quelque chose à prendre en compte, mais ça peut pas devenir la seule chose à prendre en compte, même si on peut être porté, parce que c'est pas le fun, puis ça crée des remous, puis là, les gens, ils se commentent entre eux sur Twitter, puis t'as vraiment le goût d'aller répondre. Des fois, c'est juste de prendre le pas de recul, de se demander comment on se sent, d'aller chercher l'information de nos parties prenantes, puis après ça, de prendre la décision la plus informée. Exact. Les employés aussi. Les employés, votre public à l'interne. Tu sais, la différence entre les publics cibles et les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont des personnes avec qui vous êtes dépendant, où il y a une interdépendance. Donc, ces personnes-là, c'est vos publics le plus serré. Donc, qui sont le plus proches de vous, qu'est-ce que eux ont à dire, puis d'aller chercher une variété là d'opinions aussi, c'est nécessaire parce qu'on le sait que sur les médias sociaux, ça peut escalader rapidement. Ouais. Puis il y a aussi une analyse là, sur les médias sociaux. On peut en parler beaucoup, mais il peut aussi se créer un débat sur les médias sociaux, négatif et positif. Donc c'est important aussi d'analyser la tonalité de ce qui se dit. Est-ce que c'est juste simplement négatif? Parce que ça peut partir aussi, puis il y a un débat qui se génère. Donc, c'est important aussi d'analyser la tonalité. Là. On va répondre à la question de François Desjardins. Ensuite, on va faire monter Béatrice Desulmé. Donc, je peux lire la question ici. Scénario concret. Une société qui s'est bien préparée fait face à une demande média. Elle se demande s'il faut réagir pour une déclaration écrite ou plutôt fixer une entrevue par téléphone. Elle hésite. De manière générale, comment l'orientez-vous? Bon. J'ai le goût de répondre, mais peut-être que Catherine, j'aimerais ça entendre Catherine, moi. Bon. Et je renchérirai. Oui, tu me mets on the spot. Non, mais oui, c'est une très bonne question. Puis c'est un processus décisionnel qui doit se prendre à chaque fois. Je pense que la plus grande erreur que vous pouvez faire, c'est vous dire à chaque fois qu'il y a une demande sur ça, ben je réponds par déclaration écrite, puis c'est telle personne qui répond. Chaque situation demande quand même de se questionner. De manière générale, parler au téléphone à quelqu'un permet d'amener des nuances. Par contre, il faut toujours, je dirais que le truc le plus important, c'est correct de poser des questions aux journalistes avant l'entrevue. Pendant l'entrevue, c'est eux qui posent des questions, mais il faut que vous compreniez très bien ce qu'ils recherchent. Est-ce qu'on cherche seulement un commentaire pour appuyer un grand reportage, par exemple, puis ça, une déclaration écrite peut bien faire la job. Mais est-ce que c'est, puis là, j'ai pas le mot en français, mais est-ce que c'est une pogne? Est-ce qu'on est là pour essayer de faire sortir quelque chose? Toutes les questions, il faut vraiment bien saisir exactement ce que le journaliste recherche, c'est quoi ses intentions, c'est quoi le genre de questions, puis après ça, on peut se dire, OK, ben écoutez, puis c'est vraiment du cas par cas, mais tu sais, je pense qu'après ça, on se dit, bon, si j'ai une demande média qui est plutôt difficile à répondre, mais j'ai un porte-parole qui est bien formé, puis je sais qu'il est capable de cadrer, puis de donner des éléments de contexte qu'une déclaration écrite me permettra pas de faire, moi, j'irais pour la déclaration, en fait, par l'entrevue par téléphone. Si, par contre, c'est quelque chose de très, très sensible, on veut s'assurer que chaque mot est bien pensé, bien précis. Une déclaration peut aussi être la solution dans ce cas-là. Fait que c'est vraiment ce que je pense, c'est que c'est vraiment du cas par cas, mais Alex... J'aurais pas pu mieux dire. Moi, de mon côté, je pense la même chose. Ça dépend quel journaliste, ça dépend du sujet, ça dépend... Faites-vous confiance aussi, OK? Il faut se faire confiance, il faut voir c'est quoi notre pif. Est-ce qu'on sent qu'il y a anguille sur roche? Quand moi, je veux tuer une histoire, déclaration écrite, c'est fini, c'est ça que je te donne. Puis des fois, je pense que j'ai une occasion d'expliquer mieux, mais ça dépend du sujet. C'est pas, tu sais, on le disait tantôt, qu'on disait, vous êtes dans la crise, on fait une séquence, là, OK? On reste calme, on mobilise les... OK. C'est une recette. Est-ce qu'elle doit être adaptée? Ben oui, elle peut être adaptée, puis elle doit être adaptée. Puis c'est pareil, il faut toujours avoir en tête que chaque situation est unique. Et il faut être agile là-dedans.
Fait que Catherine, moi, j'aurais pas pu dire mieux. Oui, puis si je peux rajouter aussi là, par rapport à ce que tu disais, je pense que d'une part, d'avoir des bonnes relations avec les médias, ça peut vraiment aider. Si vous avez des journalistes qui vous suivent constamment, de développer une bonne relation, puis pas juste en cas de crise, là, de s'assurer qu'on leur jase de temps en temps. Si vous avez quelqu'un qui est aux relations médias, ça peut vraiment aider. Puis l'autre chose, puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pas se laisser intimider. Les journalistes, c'est leur job d'aller chercher l'information puis d'aller creuser. Mais c'est correct pour vous de push back, de repousser, ou en tout cas de vous assurer que vous êtes à l'aise avec les paramètres de l'entrevue. Le journaliste arrive, il dit « Je vais vous faire une entrevue de 15 minutes avec ton PDG. » Non, ça va être 5 minutes, puis tu vas voir mon VP qui s'occupe pas mal plus du côté environnemental. Tu sais, c'est correct de négocier avec eux. Je sais que ça peut être intimidant, ça peut être un petit peu stressant, mais vraiment, c'est important de savoir qu'on est quand même en mesure de se rendre dans une situation où on est confortable, puis on va retirer quelque chose aussi de notre côté de l'entrevue. Très bonne question, François. On va faire monter Béatrice, si ça fonctionne bien. Donc, Béatrice, vous devriez avoir reçu une invitation. Il faut juste l'accepter. Peut-être en attendant, je peux faire du pouce aussi sur la question de François. En fait, là, lorsque vous recevez une demande de médias, parfois c'est souvent une ligne où, n'hésitez pas, il y a comme des questions clés qu'on peut demander. Par exemple, c'est pour quand? Est-ce que c'est urgent ou est-ce que vous avez une semaine pour répondre? Parce que le contexte est complètement différent si vous avez à lui remettre d'ici la fin de la journée. Peux-tu m'en dire plus aussi? C'est une question qu'on va lui demander, tu sais, pour savoir un petit peu c'est quoi son angle, c'est quoi le format aussi. Mais la question, c'est pour quand, là? Elle est quand même super importante aussi, puisque ça peut vous aider à gérer l'urgence aussi de la demande. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir le micro. C'était un peu complexe à écrire, mais souvent, comme on vous avait donné l'exemple des pâtes par rapport à un propos du PDG, on voit deux crises où le PDG est inclus directement, soit par des propos ou par des actions. Des fois, il va y avoir en gestion de crise. Des fois, on va entendre que le PDG a quitté ses fonctions. C'est dans quoi exactement où l'entreprise va soutenir le PDG jusqu'à la fin pour ses propos ou ses actions versus quand il doit vraiment quitter l'entreprise parce que sinon, ça va saboter toute la réputation. Mais je vous dirais justement, posez-vous la question au niveau, à quel point est-ce que la situation, l'acte affecte, la gravité de l'acte affecte la réputation de l'entreprise. Je parle par exemple à des cas de fraude. Si c'est vraiment avéré, ce sera difficile pour cette personne de rester à la barre ou des cas d'abus. S'il y a des victimes aussi, là, lorsqu'on parle vraiment d'une crise, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est plus délicat. Et à ce moment-là, si vous avez un conseil d'administration, c'est là que aussi ça peut entrer en compte. Ou alors l'appui d'une firme externe ou d'une firme d'audit externe peut aussi vous aider là. On voit aussi des situations où le président, lorsqu'il est dans l'eau chaude, il prend un pas de recul, il est retiré temporairement, le temps qu'on évalue le pouls, on va au fond souvent il y a une enquête, on va au fond de l'enquête et ensuite il y a une décision qui est prise. Donc je vous dirais que c'est vraiment du cas par cas, mais il y a des fois où la situation, elle est si grave qu'en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe s'il reste, puis qu'est-ce qui se passe s'il quitte, puis parfois, on réalise qu'on n'a pas le choix là, de laisser aller cette personne si on veut que la compagnie préserve sa réputation. Là. Donc, Je me permettrais peut-être d'ajouter pour Béatrice. Merci pour ta question, Béatrice, parce que c'est extrêmement intéressant. On l'a vécu récemment, ce genre de situation-là, avec l'Office de consultation publique de Montréal. On a vu celle qui était en charge, l'ancienne qui était en charge et celle qui était actuellement en charge. Elles ont dû démissionner parce qu'elles ont rien fait de criminel, mais par le fait que c'est une institution publique qui est financée par de l'argent du public, il y a un devoir d'exemplarité qui est là. Et là, elles minaient la confiance des Montréalais et des citoyens envers l'organisation et envers, par contact, par contamination,
l'Hôtel de Ville et le Conseil de Ville de Montréal. Et d'ailleurs, Mme Plante s'est positionnée assez rapidement. Elles ont décidé d'envoyer, comme on dit dans le milieu, les dirigeants ou les ex-dirigeants au BAT. Allez défendre vos décisions, allez défendre vos orientations. Maintenant, quand ils ont vu que l'histoire ne décollait pas, ça continuait, ça collait comme un vieux chewing-gum pris en dessous de ton soulier, ben là, ils ont dit, OK, vous n'avez plus la confiance du conseil municipal et je m'attends à des changements. Et voilà. Fait que on parle pas de PDG, mais on parle de directeurs généraux. C'était les grands leaders. Ils avaient perdu leur confiance parce qu'ils étaient directement impliqués dans la cause de la crise. Parfait. Merci beaucoup. Puis, est-ce que je peux me permettre une dernière question? Bien sûr. OK. C'est juste pour savoir, vous avez dit que dans une crise, il y a toujours la possibilité que il y a du danger, mais il y a une opportunité. Est-ce que ça peut arriver dans le cas d'un branding que c'est irréparable, si on ne rentre pas dans le criminel, ou que ça prenne vraiment beaucoup de temps? Écoutez, moi, je peux vous dire, il y a une petite chose que je peux vous dire parce que j'ai des lectures dans ma vie, puis j'ai vécu des choses quand j'étais journaliste à RDI. Columbia, en 2003, on a su dans les enquêtes qui ont suivi que la NASA n'avait pas écouté les messages d'inquiétude sur ce qui se passait, des difficultés techniques avec la navette qui allait exploser finalement en 2003, février 2003, de mémoire. La NASA a plus de programme vraiment spatial. Ils ont confié ça au privé maintenant. Fait que vous voyez que la marque ne s'est pas remise de ça. Okay. Ils ont remisé les navettes, etc. Ça peut arriver. C'est un cas de figure où ils s'en sont pas remis. Il y a un cas que je peux vous envoyer, écoutez, si vous voulez. Je fais une publicité gratuite à Radio-Canada sur audio. Il y a une émission qui s'appelle Aujourd'hui l'Histoire. Et récemment, il y a une semaine ou deux, ils ont fait un rappel en 20 minutes de la crise de la DAO, qui était la bière la plus populaire au Québec. Et c'est un cas d'école qui a été enseigné à l'école. La DAO n'existe plus. Elle est revenue à un moment donné comme marque, mais c'est resté une anecdote dans le monde de la bière. Puis il y a eu une mauvaise gestion de crise à ce moment-là. Alors ça, je vous invite à l'écouter, c'est gratuit et c'est très instructif. Ça s'appelle comment aujourd'hui? Aujourd'hui, l'histoire, c'est sur Radio-Canada. C'est une balado. C'est une émission que je fais chaque jour, mais c'est repris en balado. Et il y a le cas de la DAO, D-O-W. Je pense que ça a passé la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Puis c'est en archive. C'est 20 minutes bien investies, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Je vais arrêter, parce que sinon je vais passer la journée à vous parler. Vous avez fait un très bon travail, très informatif. Merci beaucoup, Béatrice. Puis si je peux ajouter aussi, tu sais, souvent dans le pire des cas, lorsque ça ne fonctionne pas du tout, bien évidemment, oui, c'est sûr que parfois ça engendre des fermetures lorsqu'une crise est mal gérée, mais ce qu'on voit aussi, c'est un tout nouveau conseil d'administration ou un tout nouveau comité de direction, beaucoup de nouvelles personnes au sein de l'entreprise, souvent un nouveau nom, une nouvelle mission. Puis lorsque ça fonctionne bien, ben c'est lorsque c'est bien réalisé tout ça, là. Tu sais, que c'est pas juste du branding, puis qu'à l'interne, il y a un réel changement. Ben c'est là qu'il y a l'occasion, ben c'est de faire table rase, puis de se réaligner, puis de repenser nos priorités. Puis ça peut être une occasion à saisir lorsqu'on est au plus bas. Mais effectivement, ben par exemple, il faut qu'il y ait vraiment des réels changements, là, que ce soit plus loin qu'un branding, puis qu'un changement de quelques personnes. Là, il faut vraiment que ça se réalise à l'interne pour que ce soit efficace. Puis si je peux juste me permettre de remettre l'emphase, ça a pris 5 ans à Barilla de sortir de ce trou-là. Ça a été long, là. Je sais pas exactement ce qui a été fait à l'interne, mais je peux imaginer que ça a ramé fort pendant 5 ans. Ils se sont dit, non, c'est pas vrai qu'on va fermer ou devoir se rebrander. On va se rebrander, mais ça sera pas sous un autre nom. Nous, on va se réinventer puis on va être capable d'en tirer profit de cette crise-là. Donc oui. Non, mais c'est un bel exemple qui démontre que si on a vraiment à la fois une bonne gestion, ben, il y a une mauvaise gestion de crise, mais ils ont un bon après-crise. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je vois des merci.
Bon, écoutez, je pense qu'on peut mettre fin au webinaire. Merci beaucoup pour vos commentaires, d'avoir participé aussi, pour vos questions. J'espère, comme j'ai mentionné, qu'on vous a au moins appris une chose, sinon qu'on vous a rappelé des bonnes pratiques. Puis, contactez-nous. Ça nous fait plaisir de discuter de ce sujet-là avec vous. Ça nous passionne. Puis, je vous souhaite un bel après-midi. Merci. Merci tout le monde.